bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui sont dans le chat. Je vois qu'est-ce que ça peut te foutre. Xixon, Gringo, Alarami, Francky, Red, Arclune, les habitués sont là. Bonsoir. J'espère que vous ne vous êtes pas. Bah, si vous êtes là, c'est que vous ne vous êtes pas trop assoupi pendant le match du soir qui semblait mais interminable. D'ailleurs, il s'est terminé, fort heureusement. Salut à Burt et à Piezo. Bref, bonsoir à tous. Jour de coupe, épisode 15 ce soir. Alors, on est dans les huitièmes de finale, deuxième journée de huitièmes de finale pour l'Afrique, première journée de huitièmes de finale pour l'Asie. On va pas trop perdre de temps hein, parce qu'il est déjà 7 heures du matin avec cette séance de tir au but. On va se lancer. Je vais d'abord accueillir ceux qui vont m'accompagner ce soir et je vais commencer par le plus épanoui des deux après les deux matchs de sa zone, Monsieur Farouk Abdou. Salut Farouk. Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde. Ça aurait pu être pire vu que Mohamed Mayo nous a épargné 30 minutes, voire 45 minutes supplémentaires. Cet après-midi, on était parti sur des débats très longs, si ce n'avait pas été le cas. Ah bah d'où mon tweet, merci Mohamed Bayo, hein, parce que... Mais le match interminable, on l'a eu ce soir. On va y revenir dans un instant. Le temps de saluer aussi Pierre, qui est là. Je ne sais pas si je t'ai salué, Gringo. François, j'imagine. Aussi. Et de saluer un homme heureux, pour le coup, vraiment. On est heureux aussi avec lui. Préparez-vous, accrochez-vous. Monsieur Kylian Besson. Salam alaikum, Zintaboshi Tosikiston, Manchodam, Kidalin Chodal Borei, Sohustam Jatimov, Sohat Mekunam. Voilà. Exceptionnel. Qui vous accueille en tadjik, les gars. Je veux dire, voilà. J'ai rien compris, hein. Mais bon, j'ai compris Alors, le bonsoir, mais alors après... Bonjour, vive le Tadjikistan. Je suis heureux d'être ici pour parler du roi Rustam Yatimov. Et ben voilà, merci, exactement, comme le dit Francky. Merci Kylian Bessonov. J'aurais dû changer ton nom dans le générique. Ouais, Kylian Bessonov, c'est pas mal. Ça va rester ça. On va voir. Je m'engage à faire ma présentation chaque jour en langue différente, en fonction des quarts et des huitièmes, et etc. Ok. T'es prêt à avoir l'accent australien? Oui. Ok. Ah, très bien. Très longtemps. Très longtemps. Ok, très bien. On va rester comme ça. On va y aller. On va commencer justement par... voilà, je disais que cet épisode 15, c'est un peu l'épisode des merci. Vous allez voir où je veux en venir. Et on va commencer par les merci africains. On va revenir sur les deux matchs du jour avec toi, Farouk. On va commencer par j'allais presque dire le plus beau, mais non, celui... Pour le coup, où on a été véritablement sauvé du malheur. Ce fameux duel entre la Guinée équatoriale et la Guinée, ce fameux magnifique piège tendu. Alors, on va oublier tout de suite la première mi-temps, je pense. On n'est même pas obligé d'en parler. Je ne sais pas si elle existait. Tu l'as vu, toi, la première mi-temps? Elle existait ou... La première mi-temps, en fait, il y a eu une occasion d'Agibou Camara qui la joue un petit peu mal au moment même où la Guinée sortait pour la première fois. Et à la première occasion de Bayo, hormis ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà. Et après, il y a eu... Alors, c'était assez intéressant. Alors, vous voyez, vous l'avez peut-être suivi, vous l'avez peut-être subi, ce match entre Guinée équatoriale et Guinée, avec ce but donc de Bayo qui nous a sauvés comme l'a dit Farouk, hein, de 45 minutes de plus. Al-Rami a bien aimé la première mi-temps quand même. En fait, le truc, c'est que la Guinée, comme prévu, ou un petit peu redouté, c'est un peu embourbé dans cette espèce de nasse que la Guinée équatoriale tendait. De l'autre côté, la Guinée équatoriale avait quand même pas mal de difficultés à s'approcher des 30 mètres, beaucoup de déchets des deux côtés. Ouais. Là, typiquement, on sentait que sans une accélération ou un fait de jeu, c'était parti pour durer. Et justement, j'ai presque envie de te dire, parce que le carton, l'expulsion, ça peut paraître, généralement on dit c'est le tournant du match, c'est peut-être ce qui a rendu la tâche plus facile à la Guinée équatoriale, parce qu'en première mi-temps, bon, je rigolais si on le disait sur le côté, elle n'a pas existé, mais on a senti que la Guinée équatoriale, quand elle n'est pas dans la position de pouvoir pourrir le match, laisser le ballon à l'adversaire pour mieux pour rentrer dans sa tête et lui faire mal, elle ne sait pas quoi en faire du ballon. Elle ne sait pas quoi en faire du ballon, donc finalement, dans un style un peu différent du carton rouge de l'Angola à la veille, finalement, le carton rouge était plutôt pas une malédiction pour celui qui l'a subi. Et surtout, la Guinée équatoriale a montré ce qu'elle sait faire de mieux dans ce genre de config, c'est que si elle vient chez toi une fois, elle va maximiser
cette occasion, et puis la seule opportunité, c'est-à-dire le coup franc, a amené le penalty après review de la VAR pour la faute sur Ibanez. Ouais, qui aurait pu justement faire véritablement basculer le match. Faut pas être sévère avec ce match, tout est gâché par le rouge. La fin de match aurait été plus sympa à 11, nous dit qu'est-ce que ça peut te foutre. Je suis pas convaincu, justement. Je pense que justement, ça a mis la Guinée équatoriale dans la meilleure des positions et ça nous a changé le match dans le bon sens du terme. Sinon, ça aurait pu durer très longtemps, cette histoire, hein. En fait, il y a eu un autre aspect, c'est que une fois qu'Nsoué a mis le péno sur le Ouais, poteau, il y a eu une bonne option de Kaba Diawara de faire entrer finalement des joueurs qu'on peut qualifier d'importants, et voire même potentiellement starters s'ils sont à 100%. Kamano qui était ouais. titulaire au premier match, Naby Keita qui, s'il est 100% physiquement, est censé être le dépositaire du jeu, et Serhou Guirassy qui est quand même sur une très bonne période en Allemagne et qui, dans une logique, aurait pu débuter aussi. À l'usure, sur les 5 dernières minutes avant le but, la Guinée a 2 occasions qu'elle doit mettre, mais on sent de toute façon que la tendance avait changé. Ouais, 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 exactement. Et c'est vrai que ce penalty, en fait, c'est peut-être là véritablement le tournant du match, parce que je trouve que jusqu'ici, et ils étaient quand même, ils avaient réussi. Bon, on va être obligé de parler de ton joueur préféré, hein, si tu vois qui je veux Non, mais dire. en fait, Mais ils avaient réussi à entrer dans la tête des Guinéens, c'était un peu ce qu'on redoutait la veille. C'était un peu ce qu'on exactement, redoutait la veille. exactement. Et bon, avec Dessy, on réécrit toujours l'histoire, mais c'est vrai que le tournant, je trouve, c'est pas tant le rouge, c'est ce penalty sur le poteau. Parce que si, entre guillemets, Ensue met son péno, il est plié le match. En fait, tout leur scénario, il se déroulait C'est ça. ensuite, c'est-à-dire qu'ils allaient continuer à provoquer, ils allaient continuer à faire des fautes. Je pense que ça aurait fini de bien énerver les Guinéens qui seraient peut-être sortis du match. En fait, le scénario et la toile d'araignée se sont brutalement ouvertes sur le fait que le péno ait été raté. Ouais. Ouais, 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 exactement. Ouais. Et c'est par rapport à cela, hein, qu'est-ce que ça peut te foutre que je dis ça aussi, parce que je pense qu'à 11, ce piège-là était plus difficile parce que voilà, en supériorité numérique, la Guinée a eu le ballon, a été obligée, entre guillemets, hein, obligée de faire un peu plus la différence. Tu l'as dit, il y a ces changements qui ont été importants pour la Guinée, les bons coups de Diawara, oui, de Kaba Diawara. Mais rien ne garantit que ce serait resté sur la même dynamique avec 30 minutes de plus, avec la coupure, les autres ils seraient Ouais, revenus déterminés. ouais, Là, il fallait que la Guinée profite de ce moment-là pour les cueillir. Quand tu vois les 2 occasions qu'ils ont avant le but, tu te dis c'est pas possible, ils vont le regretter très fort. Et oui. là, heureusement qu'il y a cette action qui change tout à 30 secondes du terme. Le centre de Diakité est quand même extrêmement bien exécuté, et la manière avec laquelle Bayo plonge au premier poteau et place la tête, c'est vraiment une action de gestion de money time, c'est-à-dire quelqu'un qui change tout, quoi. Oui, alors je sais qu'il y a Pierre qui traîne dans le coin dans le chat, ça fait très but de Martin Terrier contre Marseille. Mais avec cette tête qui vient couper premier poteau là, il était presque même un peu en avance, hein, dans son appel, Bayo. Mais effectivement, voilà, hein, pour le coup, il a été clutch, il a fait basculer ce match-là. Au final, je pense que tu es ravi, hein. Plus de Guinée équatoriale, plus d'Ibanedou. Au moins jusqu'à juin, mais au moins jusqu'au mois de juin. Bah oui, oui, Mais je en sais. fait, le scénario qu'ils avaient construit pour eux-mêmes n'est pas tombé si loin de s'exécuter à la perfection. Ouais, le piège a effectivement bien failli se refermer sur cette rencontre. Voilà, on a évité grâce à Mohamed Bayo. Petite parenthèse, et c'est pas uniquement sur ce match-là, très affûté pour le coup, Bayo, hein. Et son prêt il est prêté, hein, au Havre. Son prêt au Havre lui fait beaucoup de bien. C'est vrai que tu te dis, je pense que si tu es dans la peau des Guinéens, la première occasion qu'il doit mettre, parce qu'il est vraiment, vraiment bien Ouais. placé, aurait pu faciliter beaucoup le match pour la Guinée. Pour autant, il n'est pas sorti du truc. Il a continué à être très actif, et je pense qu'il a mal vécu
une bonne partie du match après, parce qu'il a dû se dire quand est-ce qu'elle va revenir la prochaine, et il a dû attendre un long moment pour la voir. Mais il a été patient, opportuniste, et effectivement, ça poursuit une dynamique bien plus positive. Ouais, exactement. Il peut être décisif aussi, hein, c'est la passe sur Agibou, là, aussi, hein, qu'Agibou, voilà, Bah, il se l'emmène un peu malmène, on va dire. trop. Ouais, il se l'emmène un peu loin. Je pense qu'il doit y avoir une espèce de mauvais rebond qu'il surprend. C'est vrai qu'elle aurait pu être mieux jouée. Si ces 2 cartouches-là avaient été gaspillées et qu'il n'y en avait plus beaucoup qui revenaient en deuxième mi-temps, ça aurait peut-être été problématique. Et c'était aussi par rapport à ça que tu sentais que le piège allait se refermer, potentiellement se refermer sur la Guinée, parce qu'on était typiquement dans le scénar Guinée équatoriale. Je suis assez d'accord, hein, la profondeur de banc est pas la même. Farouk l'a dit, hein, quand tu fais entrer Guirassy, Kamano Keita, voilà, c'est bien. D'ailleurs, c'est une vraie question, hein, du côté de Juan Micha, parce que finalement, il n'a absolument rien changé quand il perd Bicoro. Alors, ça lui fait du mal, hein, quand même, hein, de perdre Federico Bicoro, parce que c'est un joueur important dans son système-là. Mais très peu de changements, hein. Il y a un seul changement côté Juan Micha, hein. Bah, ça Ça veut veut aussi tout dire par dire. Ça veut rapport à dire la qu'il y a un profondeur. 11, ouais, qu'il y a un 11 très compétitif, et qu'il avait peut-être un doute sur la capacité des autres à effectivement coller à ce scénario-là. Mais pour être tout à fait honnête, alors peut-être que effectivement, si leur plan avait marché, la Guinée équatoriale serait passée, mais du coup, ça ressemble typiquement au genre d'équipe qui joue sa finale en 8e et qui, du coup, de la même manière, aurait cédé en quart, comme elle l'a fait contre le Sénégal à l'édition d'avant. Ouais. Alors certes, tu accomplis ton plan, mais tu parais quand même en bout de course tôt, quoi, ce qui est logique. Oui. Mais bon, après, voilà, c'est pareil, hein, on en revient à la Bon, après, c'est différent. Enfin, tu vois, par rapport à la Guinée équatoriale, je les avais trouvés très intelligents dans la gestion, dans la gestion de leur match. Là, ils sont retombés dans la Guinée équatoriale que l'on n'aime pas, hein, celle qui essaye d'entrer dans la tête des autres. Je sais pas. En fait, la question cachée, et c'est aussi ce qui, je pense, va se poser du côté de Ron Micha ou des instances, c'est est-ce que cette Guinée équatoriale-là est capable de faire autre chose, concrètement? Mais est-ce que Est-ce ce qu'elle... serait si grave que ça qu'ils ne puissent pas faire autre chose? Non, jusqu'ici, c'est pas... Je sais, difficile à dire. Est-ce qu'elle pouvait pas espérer mieux face à la Guinée? Tu vois ce que je veux Je, dire? n- je n'ai pas le sentiment. Je pense qu'on lit ça à la lumière de l'irrationnel Guinée équatoriale Côte d'Ivoire. Je pense qu'il n'a rien de rationnel ce match et Ouais, que qu'il est un peu trompe-l'œil par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. c'est-à-dire ils ont dans la lenteur largement battu une Guinée-Bissau hyper faible. Mhm. Ils ont fait match nul contre le Nigeria avec des vertus qu'on leur connaît, qui étaient beaucoup plus de l'ordre du on joue un match de coupe. C'est typiquement un match de coupe. Et je pense que c'est plutôt une équipe de coupe, c'est-à-dire une équipe qui t'emmène dans un bras de fer extrêmement long. C'est ce qu'ils essayaient de faire là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire contre le Nigeria. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils puissent développer plus avec les moyens actuels. Oui, oui, c'est pas faux. C'est pas Ouais, faux. enfin, c'est le sentiment qui ressort. Alors, par rapport à leur parcours général, est-ce que la Guinée équatoriale est en dessous de la Guinée, demande Red le Rouge? Euh, c'est difficile à dire. En fait, j'ai envie de dire, pour moi, sur ce match-là, par rapport à son expérience, par rapport à sa capacité justement à être intelligente dans la gestion des matchs, la Guinée équatoriale me paraissait favorite, indépendamment des bandes, voilà et tout. Parce que ça s'est pas joué non plus à la fraîcheur, hein, ce match, je pense. Mais Non, et non, mais en fait, ça se joue sur le péno parce que c'est ça, hein. effectivement, la Guinée, dans une autre circonstance, se serait vu, ah ben, on s'est fait piéger, on l'a pas vu venir, on était à 11 contre 10 et on se prend à la seule occasion sur leur seule incursion. Mais ils ont survécu à ça. Oui. Et justement, la question, ce sera peut-être la dernière question sur ce match-là. La question qu'on peut se poser maintenant pour la Guinée, c'est quelles peuvent être ses ambitions? Est-ce qu'elle peut en nourrir, justement, après être sortie d'un tel piège? Bah,
je pense que déjà, il y a quelque chose un petit peu nouveau qui s'ouvre pour eux parce que ça reste un accomplissement important. L'apport de ce qui, je pense, être censé être des titulaires en puissance, de ceux qui sont entrés, va peut-être poser un peu problème sur le 11 de départ. Mais Ouais, parce que genre, est-ce qu'il peut commencer un match comme il a terminé, c'est-à-dire avec Bayo et Guirassy devant, par exemple? c'est-à-dire que ce serait une belle surprise. Est-ce qu'ils vont pas être pris par l'enjeu de se dire on a l'occasion de faire notre première demi depuis. Alors, si je dis pas de bêtises, la Guinée est en demi en 2004, mais que depuis, ils n'ont jamais été en demi. Il me semble, hein, je veux pas dire Je de te bêtises, fais mais confiance, j'ai leur sauf meilleur erreur de ma parcours, c'est part, une finale en 76, j'avais noté. Je vais et regarder sauf erreur de rapidement. ma part, ils sont 3e ou 4e en 2004, mais il me semble pas qu'ils soient retournés à ce stade-là de la compétition depuis. Quart de finale 2004. Ah oui, quart de finale, oui, c'est vrai. Ouais, quart de finale. Non, leur meilleur perf, c'est finaliste 76. Ok. 76, sachant que c'était le groupe final. Oui, enfin deuxième. C'était la poule finale, ouais. Oui, oui. Là, en fait, ça va être la différence entre est-ce que tu es pris par l'enjeu et tu touches à rien, ou est-ce que tu te dis qu'en ayant été un petit peu plus audacieux, en ayant voulu aller chercher le match, tu repars comme ça. Ça va être toute la question. C'est sûr que là, au pays, parce que techniquement, elle devait être, la prochaine CAN devait être chez eux. Mhm. Là, l'envie va être très forte de se dire on a brillé sportivement et ça a un petit peu effacé l'échec organisationnel qu'on a subi. Ça peut être aussi un poids. Ouais. On verra bien et on va aborder le futur adversaire. Je te trouve très très dur avec la Guinée, Red le Rouge dans le chat. Peut-être qu'elle ne passera pas à la RDC, trop faible techniquement. Je te trouve un peu dur quand même sur le côté faible techniquement de la Guinée. La Guinée, Après, il n'a pas tort sur le fait qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques des deux côtés aujourd'hui. on va aborder le Égypte RDC. J'ai vu énormément de déchets aussi, hein. C'est vrai. Et on va aborder d'autres, justement, ce qui est un peu souligné par qu'est-ce que ça peut te foutre dans le chat. On va parler du problème du finisseur de la RDC qu'on souligne depuis le départ de la compétition, enfin, je pense que tout le monde a vu. On a vu aussi pas mal de limites sur la RDC. Tu sais quoi, on va l'aborder direct, ce match. Le grand match du soir. Cette Égypte RDC alors c'est toi qui parlais, c'était avant, je sais plus, hier peut-être, non, hier déjà, en présentation du match, la notion de le storytelling que les Égyptiens étaient en train d'essayer de nous refaire avec Gabaski et compagnie. On y a eu droit, mais à mort, hein, ce soir. Vraiment. Là, pour le coup, ça y est, l'histoire, elle est déjà terminée, ça n'a pas fonctionné. Effectivement, moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé. C'est que il y a des choses qui faisaient qu'on n'était pas face à une génération de gagneurs similaires aux grandes générations. Là, d'abord, il y a le but encaissé. C'est un scandale. À quel moment l'Égypte a 4 joueurs qui ne sont pas placés pour aller réclamer une touche? Ça, les vainqueurs de la CAN de la décennie 2000, ceux qui étaient devant leur télé, ils ont dû... Ouais. Enfin, je sais pas, ils ont dû tomber de leur chaise. Mais c'est juste pas possible. Il y a ça. Et puis, il y a aussi... Alors, des fois, on sait quand les choses sont un petit peu montées pour haranguer. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait un excès émotionnel qui était important au moment de la séance de tir au but, qui ressemblait pas trop effectivement à une équipe qui maîtrisait son sujet. J'ai trouvé plus d'effusion émotionnelle et peut-être un peu plus de stress côté égyptien que côté RDC qui, malgré le fait qu'elle a traversé 4 ans pas bien, paraissait un petit peu plus la tête froide. Et tu vois, justement, parce que je vois son nom qui est cité, pour le coup, je trouve que le seul qui a tenté de rester calme, serein, et qui a d'ailleurs joué beaucoup à l'expérience et compagnie, c'est justement Hegazi, qui a été un poison, hein.
dans ce En match. fait, Mais pour il le y a coup, eu une espèce de mini duel avec Mbemba oui, là-dessus. Parce que, ouais. oui, vas-y. Oui, non, c'est tout. Ouais. Il y avait un petit peu un côté. Au moment où ils ont commencé à perdre pied très sérieusement, et en particulier lors de la prolongue, c'était le moment où il fallait un petit peu faire d'autres artifices, mais c'était effectivement le seul qui montrait ça. Je parle de la séance de tir au but. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est le seul qui fait des signes à tout le monde de calmer et qui n'est pas dans les fusions comme les autres. Et qui d'ailleurs va voir Gabaski de manière assez calme. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi les gardiens tirent à ce moment-là. Ben, Il restait des joueurs, non? Ils étaient tous passés, non? Ils s'étaient tous passés, t'es sûr? Sauf erreur de ma part. Il me semble pas, moi, justement. Il me Bah, semble qu'il y en je avait me que suis posé 9. la question. Je crois qu'on Enfin, en est, c'était le 9e tireur, il me on semble. en est au 9e tireur. Ouais. Il n'y a eu qu'un Peut-être raté un- de chaque côté. Il y avait peut-être un blessé de chaque côté. Ouais, c'est chelou. Effectivement, parce que j'ai eu l'impression que ça avait l'air plus ou moins naturel de dire ah bah tiens, il reste plus qu'eux. Mais effectivement, Parce que, c'est venu. Ouais. tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que Hegazi, justement, va pas dire à Gabaski, vas-y toi? Je sais pas. Et d'ailleurs, derrière, Mpassi doit se dire, bah, c'est le gardien qui a tiré, je vais y aller. Je sais pas, c'est très étrange. Je me suis dit, mais pourquoi ils y vont maintenant? Donc après, peut-être qu'il y a des mecs qui étaient vraiment pas bien ou voilà, mais bon, soit. Bah déjà, Mbemba, il avait pas l'air. Enfin, assez tôt, on commençait à avoir des gens pas très chauds pour y aller. Moi, j'ai trouvé intéressant la manière avec laquelle la RDC s'est aperçue que Gabaski plongeait tôt. Oui, Et en définitive, il y en a deux ou trois qui se sont dit bon ben, on va la faire rouler tranquillement en plein milieu. oui. Et ça passe, et c'est passé. Moi, j'ai trouvé ça assez rare pour être souligné sur une séance de tir au but de ce type. Oui, c'était assez rigolo, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai fait la remarque sur le Discord en disant que c'était la séance de tir au but de l'école Hugo Loris parce qu'ils partaient tous la veille du tir. Donc c'était assez rigolo là-dessus. Mais après, Euh, Mpassi, il a arrêté de faire ça. Il a essayé plutôt l'inverse oui, sur mais les ça, 2 ou 3 derniers tirs au but. oui, mais ça donne une Jean-Luc Ettori sur l'avant-dernière. Voilà, je parle à ceux qui ont connu 82, mais Où il bouge pas, où où il part pas. il reste tard, où il Ouais, part pas. où il part pas parce que le ballon est déjà parti. Mais voilà. Bref, donc ça c'est sur la séance de tir au but. Avant cela, il y a eu un match. Je sais toujours pas sur quel pied danser avec cette Égypte. Ettori, il en arrêtait en 82, Pierre. Oui, c'est vrai. Mais sur les autres, il part pas. Bref, par rapport à ce match juste avant, par rapport à ce match donc juste avant, on sait, voilà, elle est toujours particulière. Tu as la sensation que, je sais pas si c'est l'héritage Carlos Queiroz qui reste. J'ai la sensation que l'Égypte, elle a juste, elle a une succession de personnes depuis Queiroz qui sont là pour ne juste pas la faire jouer en fait, qu'ils n'ont pas la capacité à essayer de produire des choses. Il y a des choses intéressantes de temps en temps, mais très vite ça se délite. Elle ronronne un petit peu, et puis tu sens que voilà quoi, c'est En fait, ça tient pas dans la durée. C'est la même chose que voilà. ce qu'on avait vu contre le Zimbabwe. On va 2-3 séquences sympas et on se dit il y a une dynamique, et puis après ça retombe. Il y avait ce côté on a du mal à accélérer, mais après c'est vrai que tous les joueurs avaient l'air marqués assez tôt dans le match. Ouais, ça c'était Effectivement. incroyable. Tout le monde était vraiment à l'énergie, mais dans la manière avec laquelle tu emballes le match, on peut dire, sans que peut-être que les gens seront d'accord avec nous sur le chat, que normalement au point, hein, la RDC a tout de même beaucoup plus montré sur les 120 minutes. Bon, alors pas efficace du tout, mais a beaucoup plus montré de contenu que l'Égypte sur les 120 minutes. Et dans une manière, tu vois, j'ai presque envie de dire quasiment à l'opposé de l'Égypte, c'est-à-dire que autant l'Égypte, tu la vois au fur et à mesure, et je suis d'accord avec toi hein, sur l'état physique des joueurs. Il y a, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je crois qu'il y a un coup franc pour la RDC, et c'est Wissa qui va le tirer. T'as l'impression qu'il a déjà pris 10 ans, le garçon. Il cherche son souffle, mais c'est un truc de fou.
ils avaient. Alors, je pense que s'ils gagnent pas la séance de tir au but, ils se seraient mordus les doigts de la prolongue où ils appuient, je pense, pas assez. Oui. Mais est-ce qu'ils ont les moyens d'appuyer? C'est ça la question aussi. Bah, il y a eu 5 minutes durant lesquelles l'Égypte avait reculé fort, Oui. fort, fort. Oui. Et ils avaient fait 2-3 centres qui étaient très près. Enfin, je pense que c'est là qu'il fallait aller chercher sa chance. Et s'ils perdent la séance de tir au but, ils l'auraient eu dans leur tête un long moment, cette séquence-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que de notre côté, et puis on a vu ce qu'on avait déjà vu et les limites enfin, entre guillemets, les limites pour l'instant de cette équipe de RDC parce que il y a pas de neuf. En fait, le problème, c'est le neuf. On va parler forcément de Wissa parce que il est toujours. Enfin, moi, je trouve qu'il fait une canne absolument incroyable. Oui, Wissa, très, très. c'est le détonateur de cette attaque, hein, très clairement. Moi, j'ai du mal avec Meshak Elia, Bah, qui qui leur a avait bien bouffé la plutôt feuille, d'ailleurs, je trouve, ce soir. raté ses entrées parce qu'il commence pas comme titulaire. Ouais, Il avait raté ses entrées en jeu. Là, il rate beaucoup de choses, notamment la toute première occasion. Là, ouais. pour le coup, tu peux pas te cacher derrière la fatigue. Non. Celle-là, tu dois la mettre absolument. J'avoue que je ne sais pas dans quelle mesure euh, le, je sais pas si Kyakuta sera de nouveau dispo, Bah, je sais mais pas c'est si on a vrai eu que des infos sur. Il est blessé, on est d'accord, hein? bah, là, il était en tribune carrément. Ouais. Ce qui est plus inquiétant qu'autre chose, en termes de messages que tu envoies, parce que dans l'absolu, tu vois, c'est pareil, tu pourrais très bien dire, au sein de la délégation, tu pourrais savoir qu'il est blessé, mais tu le mets sur le banc, tu vois, pour laisser la menace, entre guillemets. Là, il est carrément en tribune. Et je sais pas si c'est. J'avoue, j'ai pas suivi s'ils ont communiqué par rapport à la blessure de Kakuta. Il me semble pas, mais c'est vrai que ce qu'on avait vu de lui, et je pense notamment à RDC Zambie où il avait quand même un apport qui était important dans la distribution, dans Oui, l'axe. C'est vrai oui. que sans lui, tu es tout de même un peu plus prévisible. Pas pour autant pas dangereux, mais tu es un peu plus prévisible. Bah, c'est vrai que dans ce système-là, surtout quand quand tu as un garçon comme Wissa qui fait aussi. En fait, ça t'apporte une touche, une arme, une munition de plus. Et il y a un souci aussi, mais celui-là, on l'avait déjà évoqué à maintes reprises à chaque fois qu'on a évoqué la RDC, c'est le 9. On parlait par exemple de Ziyech au Maroc qui s'est totalement relancé et qu'on voit arriver dans une dynamique totalement dingue. Je ne suis pas convaincu que Bakambu soit dans une dynamique totalement dingue. Et ça se voit. Mmh, ça se voit, mais pour autant, ça n'a pas encore été une sanction où on le voit sortir du 11. Tant que ça avance, C'est il va ça. en avoir une de plus. Mais tu vois, Euh, quand il fait entrer Banza, c'est différent. Ben, il a peut-être un petit peu perdu des points. Je sais pas si pour autant ça va lui faire perdre sa place parce que Oui, parce que Banza est pas décisif non plus, hein. Il change pas le match, hein. non, et puis tu as ce côté toujours une espèce de menace un peu athlétique Oui, que tu es obligé de maintenir parce que tes joueurs sont plus des joueurs de percussion dans les couloirs et qu'il te faut une présence un peu athlétique pour finir le job si tu en as la possibilité. Donc c'est pour ça que je pense que même en crise de confiance, il y a de bonnes chances qu'il rempile quand même. ouais. Bah écoute, on verra bien. En tout cas, bah, je vais vous montrer le tableau. Ça passe pour la RDC. Euh, Fin de parcours forcément pour l'Égypte. On va se projeter un petit peu sur ce quart de finale, hein, forcément, entre la RDC et la Guinée, qui s'annonce, moi je trouve finalement assez ouvert. Voilà. Plutôt, ouais. Difficile Plutôt, à prédire en fait. ben, chacun. Bah, en fait, c'est vrai que le facteur physique va aussi beaucoup jouer. Le fait que la Guinée s'est épargnée une séance supplémentaire va pas être du luxe, sauf erreur de ma part. Donc ça va être le quart du vendredi soir. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, c'est vrai que sur le papier, il semble assez équilibré. Et ce serait intéressant de voir comment ils vont l'aborder. J'ai peur que l'enjeu tue le jeu, en fait. Que chacun se dise, on a une occasion en or de voir le dernier carré, chacun nous respectivement pour la première fois depuis très longtemps.
et que les deux soient assez conservatifs et que ça donne des débats fermés, quoi. Et j'ai l'impression que qu'est-ce que ça peut te foutre dans le chat et de ton avis avec cette phrase laconique? Ça s'annonce chiant, surtout. Bah, c'est-à-dire Je suis que pas sûr, franchement, je suis pas sûr. ça dé- J'espère pas, en fait. c'est difficile à dire enfin, comment ils vont l'aborder. Euh, qui va prendre l'initiative? Est-ce que la Guinée va se dire il faut qu'on soigne le fait que là, quand c'était à nous de faire le jeu, on avait beaucoup galéré. Comment est-ce qu'on défend sur les ailes? Est-ce qu'il y aura Kakuta, pas Kakuta? La RDC aussi va se demander dans quelle config la Guinée va être. Moi, Arriver, ouais. j'aimerais bien voir la Guinée un peu plus entreprenante et plutôt sur le côté on a voulu forcer notre destin à 11 contre 10 à la fin, là, Mm. qu'au début. Mais ça, c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas les compos sous les yeux. C'est le scénar sera exactement celui de Farouk et Al-Rami nous dit ça peut être tout ou rien, soit on va avoir 8 buts, soit un vieux 0-0 et aller jusqu'au 42e tireur de la loterie. Ouais, C'est bah, le en risque. fait, Après, pour dire les choses, c'est aussi le risque parce que on l'a dit hier, Farouk est revenu et depuis la CAN, ça s'est calmé sévère, hein. Le papa est arrivé, il a calmé tous les enfants, hein. ouais, mais justement, voilà, ça manque de polémique, d'incidents, de retournement de situation, de matchs en folie. J'ai retransformé ça en Ukraine-Suisse 2006, quoi. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est voilà. En fait, voilà, quand le chat était pas là, les souris ont dansé. Puis maintenant, c'est bon, la fête est finie. Bon, après, il y a aussi forcément, on est entré dans une autre compétition, on le disait. Donc voilà, je suis pas sûr que tout le monde vise les victoires 4-3 là, hein. Donc Et sauf erreur de ma part, les huitièmes d'une compète à 24. ouais, Moi, c'est jamais dingo. je repense aux huitièmes de la CAN 2022. C'était pas. Moi, je me souviens de Maroc-Égypte. Maroc-Égypte, c'était pas des envolées. C'était Mali-Guinée équatoriale. Ouais, C'était pas la folie non plus. non. Donc, Ah, t'avais un Égypte-Côte d'Ivoire aussi? dans le. Ouais, qui suit, ouais. Qui suit, mais celui-là qui avait été d'un niveau de dramaturgie Ouais. dont on se souvient, là, ça n'a pas tourné pareil. Donc, c'est vrai que les huitièmes d'une compète à 24, c'est pas toujours des envolées lyriques, quoi. Non, on est d'accord. Cette évocation de Ukraine-Suisse, j'ai eu un flash cauchemardesque. Ouais, moi j'étais. Mais bon, on sent qu'il y a un trauma chez Farouk, hein. Non, ouais, vraiment, je venais de passer le bac. C'est vrai que je tuais un petit peu le temps avant que vraiment l'été commence, et puis il y avait des matchs bien plus intéressants. Et je me retrouve dans une espèce de rade complètement désert où Ukraine-Suisse s'égrène dans l'indifférence générale, mais voire même de eux-mêmes, jusqu'à la séance de tir au but. C'était extrêmement long. C'était extrêmement long. Shavkovski contre la Suisse en 2006, ça c'était un vrai goth des pénaux, nous dit Piezzo, qui d'ailleurs, j'ai vu ton message juste avant, hein, avait trouvé Bongonda un peu en demi-teinte aujourd'hui. Ouais, mais un Ouais, peu comme quand la Zambie, ils tentent beaucoup. Ils tentent beaucoup, mais beaucoup de 1 contre 1 qui sont oui, mal abordés. Mais pareil, pour autant, c'est la même chose que Bakambu. Si leur statut est pas remis en cause, bah, ils vont avoir une cartouche supplémentaire. c'est ça. Mais tu vois, dans le côté, il tente beaucoup, il fait rarement les bons choix, entre guillemets, et je mets dans la même case Meshak Elia, hein, vraiment, pour le coup. Ouais. Pour moi, c'est un peu les mêmes si je dois rendre l'appréciation sur la copie, je mets la même pour les deux, en fait. Donc, Ouais, mais à une époque, moi ce que je trouve, bah là, la RDC, elle sort de 4 ans ouais. euh, de brouillard total. Sauf faire de ma part, ils jouent même pas à la CAN 2021, ils sortent en 8e à celle d'avant. Au tir au but, d'ailleurs, je crois, non? Sur C'était pas celle de Madagascar? 2009, Qui je c'est qui crois se fait bien. sortir par C'est eux qui Madagascar? se font sortir par Madagascar. C'est eux, hein? Et surtout, ils se prennent un sacré coup sur la tête dans le barrage contre le Maroc. Ils se prennent. Alors, c'était au stade Mohamed V, je crois ils prennent 4-1. Ça a été un coup assez rude. Là, ils sont vraiment dans une dynamique de sortir de ça. Donc, je pense que ils se sont fait violence, chose qu'on ne voyait peut-être plus trop depuis 2017. Et ça, déjà, c'est une raison de se réjouir. Alors, il y a beaucoup d'imprécisions,
mais c'est déjà une raison de se réjouir. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, ils sont aux portes. Enfin voilà, hein, ils ont un quart de finale assez ouvert avec face à eux une équipe qui n'est pas annoncée comme étant un ogre du continent. Donc Donc il y a quelque chose voilà, à faire. il y a Donc il y a quelque chose clairement à une faire. place dans le dernier carré à aller chercher pour le coup. Donc voilà, alors je revois quelques messages, on va se projeter sur les matchs de demain. À ce propos, as-tu vu l'info? Oui, j'ai vu Luis Terreda, Gringo, j'ai vu. Euh, Tac, tac, tac. Alors après, ça parle d'autre chose. D'ailleurs, pendant la CAN 2019, le ministre des Sports de la RDC s'est fait lyncher par les supporters en Égypte. Ok. Je me rappelle pas. Bah, je pense que ce qui suit, les moments qui suivent RDC Madagascar ne devaient pas être. Pas être trop facile. Non, non, non. Bah, c'est-à-dire que Oui. sortir Ça- contre Madagascar, ça fait désordre. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, ça avait fait 1-1 ou 2-2, un truc comme ça. Il y avait eu des buts. C'est pas un vieux Oui. 0-0 dégueulasse où il bute sur un gardien en état de grâce. Non, non, et c'est surtout que, voilà, Madagascar, première participation, tu te dis que tu joues un 8e abordable et tu tombes, Ouais, c'est ça. c'est chaud, quoi. Ouais. Voilà. Bon. En tout cas, ils sont là, ils sont aux portes du dernier carré. Bah, ça fait quand même assez plaisir hein, de voir la RDC à Ouais, c'était revenir. ça, 2-2 et tir au but. Ouais, voilà. Donc ça fait quand même, voilà, ça nous offre un quart de finale ouvert. On espère justement qu'ils vont arriver avec l'esprit ouvert, on va dire. On va se Réponse projeter un vendredi. petit peu sur... Oui, vas-y. Réponse vendredi. Ouais, réponse vendredi, exactement, vendredi 21h donc. Pour ce RDC Guinée, le Nigeria-Angola sera à 18h en levée de rideau. Façon de parler. On va se projeter sur les matchs de demain, il y en a deux. 18h Cap-Vert-Mauritanie et 21h le match improbable entre guillemets hein, Sénégal-Côte d'Ivoire improbable parce qu'on l'a déjà expliqué, on voit d'où revient la Côte d'Ivoire. On va commencer rapidement par Cap-Vert-Mauritanie, match qui s'annonce, alors je pense qu'on peut dire entre guillemets sur la façon sur l'impression générale qu'on peut mettre le Cap-Vert favori, mais c'est pas si évident que ça quand même hein. Moi, je dirais que les ressorts tactiques, psychologiques avec lesquels la Mauritanie a fait son exploit, j'ai du mal à croire que ça puisse se reproduire. Ok. Parce qu'il y avait le côté un petit peu, c'était un aimable petit trash talk d'Amir Abdou avant Mauritanie-Algérie, le côté extrêmement pugnace sur les sorties de balles, sur le pressing, sur la manière avec laquelle ils ont tenu, que tu vas marquer sur ton quasi seul coup de pied arrêté. En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup. C'est toujours pareil. C'est que ça avait l'air d'une finale pour eux, et ce qui suit une finale en général. Certes, Et ouais, mais je sais pas, moi, le Cap-Vert, ça ressemble pas à une finale. ah non, non, ça c'est clairement. Et il y a des. Voilà, et puis cette équipe du Cap-Vert, on l'a suffisamment décrite. Voilà, on connaît ses qualités pour le coup. Enfin, cette équipe est une vraie équipe avec des idées très claires, mais je rejoindrai. C'est pour ça que je vois le truc plus tendu. Je rejoins ce que dit. Qu'est-ce que ça peut te foutre dans le chat? Le coach de la Mauritanie, Amir Abdou, a l'air quand même de bien savoir préparer ses mecs et j'irai même plus loin a l'air de bien savoir préparer ses coups et c'est pas la première fois quand même. Non, bien sûr, ce n'est pas la première fois. Sauf que tu vas avoir en face de toi non pas quelqu'un qui a un statut à défendre, Ah ouais. mais quelqu'un qui se dit moi, je vais pas en avoir 5000 des Opportunités. occasions comme ça. Parce que là, le Cap-Vert sort de manière un petit peu d'une poule où il n'était pas vraiment programmé pour cela, avec une impression bien plus qu'agréable. Ce n'est pas comme si c'était un gros favori qui a un statut à assumer et qui va venir la peur au ventre en se disant c'est la Mauritanie, si on perd, on va passer pour des clowns. Là, on a un truc de fou qui est en train de se préparer. C'est pas maintenant qu'on va merder. Enfin, dans la Ouais, je vois manière ce que tu veux d'aborder, dire. j'ai du mal à croire que le Cap-Vert puisse se faire piéger. Après, bon, c'est Voilà. entre Hein. les élections, comment ça peut tourner. Oui. Mais oui, oui. Mais bon, en tout cas, Il y a voilà. même le Cap-Vert favori. Ouais.
Ils partent normalement avec une longueur d'avance, mais attention, attention, attention. Et effectivement, ça devrait quand même être un match assez intéressant à voir, parce que le Cap-Vert jusqu'ici a toujours été assez beau à voir. En tout cas, normalement, j'ai vu un message, ça risque d'être ennuyeux. Je suis pas convaincu, Non, je pense pas, parce parce que que ça joue vraiment côté Cap-Vert, et on va voir c'est justement. séduisant. Ouais, exactement. Et on va voir justement comment Amir Abdou, parce que je pense il va avoir bien bossé son truc. On peut lui faire confiance là-dessus. Mais bon, bref, c'est le match de 18h. Et évidemment, il y a le match de 21h. Alors, je disais improbable parce que franchement, la Côte d'Ivoire revient de tellement loin euh, et tombe sur une équipe qui a laissé une telle impression. C'est pareil, on aurait tendance à dire, si on regarde le parcours jusqu'ici, on aurait tendance à dire, mais prier pour la Côte d'Ivoire, mais on ne sait même pas dans quel état elle est, cette équipe, à la veille de jouer le Sénégal, qui est évidemment favori, même si l'autre est à domicile. Enfin, évidemment favori, tu vois, je pense que je peux même envoyer le évidemment, parce que c'est pas si évidemment que ça quand même. Bah, en fait, ce qui est juste embêtant, c'est que on a eu énormément d'échos sur les alentours, Ouais, c'est-à-dire Gassel limogé, essayer de faire arriver une pige à Hervé Renard, la manière avec laquelle, effectivement, les remerciements pour le Maroc, qui, cette victoire était une bénédiction au terme d'une série de résultats favorables complètement improbables qui a fait que la Côte d'Ivoire est là, que tu t'es tapé le temps que le Maroc gagne, tu t'es tapé 72 heures de bah c'est vraie fausse élimination où tu te fais... où tout le monde a réglé les comptes. Oui, oui. Donc, comment est-ce que tu fais pour repartir là-dedans? Donc, c'est Emers Faé C'est ça. Oui, aux dernières nouvelles. qui prend l'intérim, mais je veux dire, c'est Bah, c'est la question de qu'est-ce que ça peut te foutre? Avec quelle préparation? Enfin, est-ce qu'il y en a une? Parce que je pense que les joueurs avaient plus ou moins bouclé leurs valises jusqu'à jeudi soir. oui. Et en conf de presse, on te dit, alors que pensez-vous d'Hervé Renard? Emers Faé qui a fait ce qu'il a pu en disant, j'avais d'autres choses à me préoccuper que arriver de Hervé Renard ou pas arriver d'Hervé Renard. C'est énormément en fait, on n'entend parler que des à côté, pas de la gestion de l'intérieur. Sauf erreur de ma part, déjà l'ambiance elle était hyper stressante avant la Guinée-Ec, là j'imagine même pas. Alors certes, il y a l'euphorie autour, c'est-à-dire le pays est en liesse en mode heureusement ce miracle fait qu'on sort pas au premier tour, mais le groupe, c'est curieux de voir comment est-ce qu'il aborde le truc, dans quelles conditions. Ouais, c'est exactement ça. On va remercier Piezzo pour le follow et pour le goal de Panama. Merci. L'hommage à Terreda, justement. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est toute la question, parce que c'est vrai qu'en plus se dresse face à elle une équipe dont on a déjà parlé, qui dégage une aura positive autour d'elle, pour dire ça, pour parler de son équilibre, de son état d'esprit, enfin, tout semble rouler, mais alors, ils sont sur des rails, hein, on a la sensation, le Sénégal. Il faudra voir avec le public. Je sais, d'ailleurs, ça va être une des questions, comment le public va accueillir ces Ivoiriens, ces joueurs, ces éléphants. Ça va être un peu paradoxal, je pense, parce que c'est comme ça peut, quand tu vois le public outré à la sortie du match contre la Guinée équatoriale, là de se dire on va faire comme si de rien n'était. C'est pas possible. Oui. Ça peut pas être Oui. comme si de rien n'était, vu ce qui s'est passé à la sortie du match et dans les jours qui ont suivi. Et tu joues ce qui semble être une des deux équipes les plus fortes du plateau. C'est ça. Ça va être paradoxal, mais je pense que le Sénégal, sa priorité, c'est il faut absolument qu'il démarre le plus rapidement possible et qu'il tue, enfin, entre guillemets, s'ils veulent tuer le truc, il faut pas laisser installer le doute, il faut pas laisser installer la liesse populaire qui peut entraîner Exactement. la Côte d'Ivoire dans une autre dynamique. Ça va se jouer peut-être là-dessus, ouais, sur la capacité du Sénégal à vite
prendre la main sur le match. Ouais, c'est ça. Alors, le Sénégal n'a jamais battu un pays hôte en CAN, nous dit qu'est-ce que ça peut te foutre. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce qu'il dit aussi dans le chat sur cette notion de liesse, en gros, le Sénégal, la stratégie, elle est assez simple, c'est de ne pas laisser les éléphants ivoiriens récupérer leur public et l'entraîner avec lui, en fait, concrètement. Non, Euh, et donc, tout l'intérêt va être. Si je faisais un parallèle, c'est un peu comme quand tu vas jouer à Lyon en Ligue 1. Le but du jeu, c'est de faire retourner le stade contre son équipe assez vite. Et tu sais que dans ces donc de cas-là, marquer vite. donc de marquer vite. Oui. Sénégal qui a l'habitude de démarrer assez fort quand même, hein. Ils vont devoir rester dans cette optique-là. On les a vus faire une entame efficace contre la Gambie, où ils se sont simplifiés la tâche rapidement. Ça a pris du temps à se dessiner contre la Guinée, et ils étaient arrivés avec disposition grand match contre le Cameroun, où la différence s'est faite dans le premier quart d'heure. Là, je pense qu'il est vraiment nécessaire, voire vital, je pense, pour eux, de se mettre en mode il faut, il faut plier le truc le plus rapidement possible avant que la Côte d'Ivoire rentre dans le match. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas une équipe qui part à l'abordage. J'ai pas dit qu'ils allaient se ruer à l'attaque, mais c'est une équipe qui peut se mettre en mode rouleau compresseur très vite. On l'a vu, ils sont capables de le faire. Farouk le disait, les 2 premiers matchs, ils se mettent dans le bon sens très très vite quand même. Donc voilà. Et c'est tout à leur intérêt. Mais c'est pour le coup, tu l'as dit tout à l'heure sur le dernier match de la Côte d'Ivoire, on était dans l'irrationnel. Le match de demain, finalement, on est dans l'irrationnel tellement il y a de questions à se poser sur l'état des Ivoiriens, qui rend aussi ce match totalement passionnant. C'est le match de 21h. Bah voilà, il y a moyen que ça soit assez incroyable quand même. Parce qu'il y a aussi d'un autre côté, et ça parle d'union sacrée, d'embarquer le public et tout, ça peut être aussi le début d'un truc totalement fou, hein. Ouais, c'est pour ça que c'est difficile à dire. Tant qu'on voit pas un peu le début, il y a beaucoup de choses qui vont être de l'ordre du fantasme. C'est ça. Et c'est difficile à croire, mais donc du coup, Sébastien Haller, il revient. Ça aussi, ça peut être un aspect qui peut changer pas mal de choses. Oui. On a déjà suffisamment parlé du problème de l'avant-centre aussi pour les éléphants, hein. Ouais. Et effectivement, là, qu'ils reviennent dans un contexte où la Côte d'Ivoire n'est pas sortie et que du coup, soudain, lui, son tournoi commence, ça Oui. peut aussi être un facteur X qui est non anticipable. Ouais, exactement. Très très bonne question. Est-ce que Hervé Renard sera dans le stade? C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il est rentré depuis, rentré en France. Je ne sais pas. On aura. De toute façon, s'il Surtout est dans le stade, je pense que que Jean-Michel, réalisateur, va le trouver assez vite. c'est surtout que alors c'est ce qui commence à sortir aussi dans les médias français, c'est l'aspect comment est-ce que tu vas pouvoir continuer avec les féminines jusqu'au JO alors que il est sorti que tu étais intéressé d'y aller et que ça a pas l'air d'avoir plu. Ça aussi, ça va être un débat à côté, évidemment, là, ce qui concerne Après, pas la compétition, mais après, je pense que, ouais, on est d'accord sur le côté. C'est un débat parallèle, mais je bien pense qu'on est entendu. assez. On a très bien compris que la mission d'Hervé Renard avec l'équipe de France féminine ne passerait pas le mois d'août, hein. Non, mais je trouve que les conditions dans lesquelles on va aller jusqu'au mois d'août ne Ah, mais sont c'est un pas pur scandale. ne La sont façon pas dont optimales. le fait même qu'il puisse dire, comme c'est précisé dans le chat, dire qu'il a dit qu'il a été intéressé par le job, c'est un scandale. C'est Le message que tu envoies, il est pas Voilà, il surtout quand pas tu fais aidant, surtout quand tu fais tous tes speeches sur les premières conférences de presse à la tête de l'équipe féminine, en expliquant qu'il faut professionnaliser le truc, qu'il y a un niveau d'exigence supérieur, que blablabli, que blablabla. Tu t'aperçois que dès qu'il y a une sélection qui est, dans un état, parce que c'est pareil, hein, c'est bien gentil le côté, enfin moi je trouve ça dingue qu'on puisse dire: «Ouais, j'ai bien envie d'aller dans ce bourbier-là moi, avec des mecs qui s'en prennent plein la tronche depuis 72 heures et jouer le Sénégal, j'ai bien envie d'y aller». Ouais, je trouve que c'était une Voilà. grosse prise de risque au regard des 6 mois,
des 6 mois que tu vas avoir jusqu'à l'été, quoi. Enfin bon, C'est ça. Et avec ça toute la c'est autre chose. com qui avait été faite depuis sa nomination, parce que on va pas se mentir non plus, hein, il y a toute une communication faite par la Fédération française de foot autour d'Hervé Renard à la tête des féminines. On voit ses pseudo-discours d'avant-match, ses ses vidéos partout, ses vidéos par là. Enfin, on a complètement oublié l'équipe de France féminine. Il y en a que pour Hervé Renard, hein. Donc, Bah, c'est-à-dire que, ouais, effectivement, là, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir se reprojeter, sachant que, et là, ça nous concerne un petit peu plus par rapport à l'actualité du continent, tu vas aussi aller jusqu'en été avec toujours les rumeurs de où va-t-il après, parce qu'il y a déjà des sélections qui sont intéressées pour. il y avait l'Algérie aussi, je crois, hein, c'est ça, hein. Ouais, l'Algérie est dans la course, ouais. Donc déjà, on commence déjà à parler de son avenir avant même septembre. Du coup, ça aussi, c'est pas des conditions optimales. Non, 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 clairement. Mais bon, voilà, on a bien compris que la mission en France, c'est pour les JO, en espérant faire quelque chose. Bref, j'aimerais le laisser s'expliquer quand même. Peut-être qu'il pensait pas mal, peut-être. Mais non, c'est pas de l'hostilité envers Renard, Piezzo. C'est juste que l'ensemble est quand même très spécial quand même dans l'histoire. Voilà. Il y a une hostilité sur la façon dont, si tu veux chercher une hostilité dans ce que j'ai dit, c'est sur la façon dont la Fédération française de foot traite le football féminin. Mais c'est un autre débat dans lequel on va pas entrer maintenant. Mais si tu veux, un de ces quatre, on en parlera. Mais bon, bref, on verra. En tout cas, c'est le match de demain, 21h, Sénégal-Côte d'Ivoire. Il va valoir le détour quoi qu'il arrive parce que franchement, il peut tout se passer sur ce match. On peut avoir vraiment tout très très difficile. On verra. Pour résumer, que Emersfey et Demel réveillent le groupe ivoirien. Ouais, on verra bien. Réponse demain, donc, pour cette suite de la Coupe d'Afrique. Ça sera c'est l'avant-dernière journée du 8e, hein, si j'ai bien calculé, on va assez vite là. Ouais, Oui, c'est ça. hein. C'est ça. Bref, écoute, mon cher Farouk, on va en rester là pour ce soir sur la partie africaine. Yes. À demain. Et ouais, à demain. Il y aura des choses à dire, je pense aussi encore demain. En effet. Eh ben, bonne soirée à tous. Allez, salut, et on va passer donc à l'Asie, où il y a des choses à dire. Alors, je ne sais pas si Kylian Bessonov va nous parler entièrement en tadjik ce soir. Chihur Sandi. Non, j'ai rien d'autre de plus. Non. Voilà. Mais j'ai quand même, on sait jamais. Alors maintenant, plaisir. Ah ouais, non, mais je vois, très bien. Alors avant qu'on aille justement sur l'euphorie, parce que c'est toujours le principe, hein, en fait, on a deux possibilités. Soit on va sur la joie et derrière, on termine en déprime totale. Non. On commence par la déprime. Voilà, on commence par la déprime et ensuite on se fera plaisir avec le Tadjikistan. Commencer par la déprime, vous avez très bien compris ce que ça veut dire. On va parler de l'Australie, forcément. Et encore de la déprime. Oui, ici, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Australie-Indonésie. Si vous n'avez pas vu ce match, alors déjà, on vous avait prévenu, hein, match de midi et demi, ne mangez pas avant le match et tout. J'espère que vous avez suivi ce conseil parce que ça a été pénible, une fois de plus, de suivre une équipe de Graham Arnold. Franchement, après 10 minutes de jeu, on savait que ça allait être pénible. Voilà, c'est le Arnold Ball, exactement, comme nous dit Asbeber. C'est terrible. Alors, il y a un score, 4-0. Alors, il y a 4 tirs cadrés. Mais alors, le truc le plus incroyable, c'est qu'il y a 2-0 à la mi-temps avec un seul tir cadré. Jusqu'à la 60e, même un truc comme ça. Ouais, oui, puisqu'il y a 2 tirs. Il y a les deux buts en fin de match. Sur le troisième but, il y a 2 tirs. Donc, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, avant la 80, il marque à la combienième? Le 89 et 91, je crois. Oh là, attends, je vais te dire ça tout de suite. Il marque à la 89e, ouais. Jusqu'à la 89e, du coup, ouais. Donc jusqu'à la 89e, l'Australie avait tiré absolument... avait tiré une fois. Enfin, cadré. Cadré, oui. Une fois pour 2 tirs. Ce qui est absolument terrible. Alors, on a eu le but, hein, le fameux but qu'on avait appelé en début de compétition, hein, le but que j'appelle le but Wendy Renard d'Harry Souttar, c'est-à-dire que comme il fait 2,54 m,
Il suffit de mettre le ballon à 2,55 m pour qu'il aille le chercher. Oui. Il est le seul à y aller, donc voilà. Il est content, il a marqué son but. Je crois, alors j'ai pas vérifié la stat, mais il me semble avoir vu, j'ai vu passer une stat comme quoi il avait marqué autant de buts en sélection que Viduka, ce qui me déprime Oh, mais profondément. c'est sûr, hein, c'est même sûr. Ce qui me déprime profondément, même si Ouais. j'étais pas un grand fan de Marc Viduka, mais quand même, parce que ça Mm. appelle à une Australie bien différente. Oui. Alors, on peut paraître dur hein, comme ça avec l'Australie, on l'est depuis le début de la compétition. On n'a pas fini de l'être, parce que très franchement, on va pas se mentir aussi, Kylian, ils vont aller loin, hein, ces Australiens-là. Ah, bah, faut voir au prochain tour. Franchement, parce que, ok, c'est l'Indonésie, ils sont quasiment... Même si l'Indonésie a fait un très bon match, hein, pour le coup, Oui. pas grand-chose à se reprocher. Ils ont regardé droit dans les yeux, ils ont joué. Bon, c'était Certes. compliqué dès que tu arrivais dans les 25 derniers mètres quand même. Bah ouais, mais j'ai bien vraiment beaucoup aimé, tu vois. Autant je les ai beaucoup critiqués, les deux, Raphaël Struijk et Justin Hubner, je les ai beaucoup Oui, critiqués pour la phase de poule, mais que ce soit Struijk ou Hubner, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait leur match, ils ont apporté, et ça me confirme dans le fait que Hubner, c'est au milieu, c'est pas en défense. oui, Voilà. oui, clairement, clairement. Clairement, mais voilà, franchement, ils ont fait un bon match. Ils prennent, alors, ouais, le but de Jackson Irvine, c'est même Ça y pas a un été but. accru des CSC finalement. Ça a été déclaré CSC, oui, bah, c'est une Ouais, ouais, évidence, ouais. ils centrent. Oui. Donc, Non, mais parce qu'au début, ça avait été annoncé. ouais. Mais voilà, c'est un but sur une action pas construite, hein, une fois de plus. Il n'y a pas d'action construite côté Australie. En fait, c'est ça qui est déprimant. Mais si vous êtes des habitués du football local australien, moi j'en parle souvent dans les émissions parce que la E-League, ça fait 15 ans qu'on la suit. On a connu les Mariners de Arnold, on a connu le Sydney FC de Graham Arnold. Bah, c'est pareil, voilà, ça joue pareil. Les seuls joueurs capables de créer du jeu sont sur le banc de touche. Ne jouent Ou pas pas. convoqué. Ou pas convoqué, oui, bah oui, alors j'évoque pas les absents, hein, parce que alors sinon. Mais en fait, ça revient à ce qu'on dit tout le temps, c'est-à-dire qu'il a créé une équipe, une équipe de. J'ai vu passer des messages intéressants parce que ça peut paraître comme ça, nous on regarde de loin, on est là pour bâcher l'Australie et tout, mais amusez-vous, si vous lisez l'anglais, amusez-vous à regarder les réponses aux tweets partagés par le compte des Soqueros. Regardez les réactions et franchement, voilà, les Australiens eux-mêmes sont furax de voir cette équipe. C'est pas possible de voir ce qu'ils voient. Voilà, ils insultent presque des mamans. Et j'ai vu passer un message de quelqu'un qui dit que ça fait très football australien des débuts de la A-League ou d'avant, c'est-à-dire où c'est juste des longs ballons, on a de l'impact, on est plus fort physiquement et on s'en sort au courage. Bah, c'est Graham Arnold, quoi. Moi, je constate juste encore une fois que sur Lucarno Posey, il y a un vrai bashing envers Irvine, qui est encore une fois très important sur les deux buts, hein, le centre dévié, puis sur le troisième but, il fait la frappe cadrée. C'est Donc, vrai. statistiquement, pour moi, Irvine, un des meilleurs joueurs de la compétition. Hein. Attention à ce que tu dis parce qu'il va falloir C'est moche ce que vous faites, monsieur Kylian Bessonov. C'est très très moche. Non, mais il symbolise parfaitement l'Australie de Graham Arnold, hein, Oui, mine de rien. c'est vraiment le symbole, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut parler aussi de la première mi-temps de Fornaroli? Plus de tirs dans l'adversaire que face au but? Fornaroli, 36 ans. Voilà. Ouais. Non, mais ça me fait rire parce qu'il a... Uruguayen à la base, hein. Ouais, il n'a pas dû tirer une seule fois en première période. Par contre, retourner acrobatique dans la tête du défenseur et ensuite sur un contre aussi, un petit coup dans la cheville du défenseur. Donc bravo à lui, deux tirs dans les chevilles ou dans la tête. Voilà. Mais non, mais c'est terrible. Et après, c'est pareil. Tu vois, par exemple, Fornaroli, il fait une très très belle saison avec le Victory, mais il faut voir ce qu'il a autour de lui. Oui. Il a des joueurs qui jouent au football. Donc, Oui. donc tout de suite, ça change les choses. Il a des gens qui créent du jeu. Ça va parler peut-être à certains dans le chat, mais il y a Zinedine Machach qui fait une saison absolument magnifique avec le Victory, qui lui crée des décalages, sert des ballons. Ils ont des joueurs qui ont du ballon en fait. Et là, cette Australie-là, vous n'allez pas me dire que Boyle, il a du ballon, quoi. Non. Bah, tu vois, quand il a marqué, j'avais oublié qu'il jouait. Je sais pas toi, mais Ah non, mais c'est ça. Boyle, Mais c'est compliqué. Tu vas sur des sites comme The Roar, l'Arnold Ball passe son temps à se retailler. Alors, je sais pas si le site The Roar s'appelle ainsi en hommage à Brisbane. Et je voyais le nom de Postecoglou, mais on en parle assez fréquemment. Moi, je vous dis, Graham Arnold, ça me rappelle l'époque où il est aux Mariners face au Brisbane Roar, hein, tout simplement. Donc,
Voilà, c'est deux salles, deux ambiances, deux écoles, deux manières de jouer au football, mais il faut dire les choses aussi. Cette Australie-là, bon, alors vous allez me dire, ouais, c'est l'Indonésie. Bah, ils n'ont pas été en danger, hein. Ils ont pas eu le Non. ballon beaucoup, mais ils sont pas en danger. Mathieu Ryan n'a rien fait, hein, concrètement, du match. Mais le peu qu'il a fait, je trouve très rassurant, encore une fois, Ryan. Le peu qu'il a à faire, il le fait bien, on va dire. Il faut aussi le noter parce qu'il y a beaucoup de gardiens qui se trouvent, donc lui, il faut. Voilà. Et il n'avait pas été aussi rassurant que ça je sais plus, je crois que c'était le match 2. C'était contre Je suis en train de chercher. la Syrie. Ouais, je crois que c'était contre la Syrie où il n'avait pas été Oui. foufou. Oui, je confirme. Ouais. On en avait parlé d'ailleurs, j'étais là. Ouais, c'est ça. Je savais plus si c'était Syrie ou si c'était contre Non, l'Ouzbékistan, c'est en 3 et Inde, c'est en 1. Donc, c'est Syrie. Ouais. Donc, voilà, Australie, Grèce, Euro 2004, même combat. Bah, oui et non, parce que. Enfin, ouais, si. Ouais, mais au moins, la Grèce, ça avait un charme parce que c'était une équipe qui était loin d'être favorite. L'Australie, sans être un favori, c'est quand même une équipe qui a un rang à tenir. C'est ça. Voilà. On rappelle quand même que l'Australie est championne 2015. C'était chez elle, mais c'est pas c'est pas parce que c'était chez elle qu'elle a été championne. Et puis il y avait eu aussi l'installation. Et ça, pour le coup, c'est un débat qu'on peut avoir un petit peu plus large parce que c'est un débat qu'on voit aussi arriver sur la A-League avec certaines équipes qui redeviennent des équipes un petit peu plus rugueuses que des équipes joueuses. C'est toujours les courants, hein, que l'on voit. Il y a eu l'époque Postecoglou à la tête de l'Australie, avec une Australie qui pour le coup joue au football, mais vraiment. Oui. Et vous allez me dire, elle avait les joueurs. Je peux vous assurer que l'Australie a des joueurs pour jouer au football. Ils Oui. sont pas tous là, voire même pas là. Pas beaucoup là, même. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, c'est une façon de jouer. Et cette équipe-là, donc, elle s'est qualifiée sans trembler. Elle a gagné 4-0, score en gros trompe-l'œil, hein, parce que vous avez compris le scénario. Ah, attention. Je suis obligé de laisser passer l'alerte. Voilà, elle est longue, mais voilà, merci beaucoup à Ikiben pour le Prime. Merci à toi. Et puis en plus, ça ramène du sourire sur le visage de Pierre Gerbeau qui entend célébrer un but colombien dans cette alerte. Et en ces temps, il n'en entend pas souvent. Oui, force. Le groupe vit bien, hein, sur Hello, vous le voyez. En plus, on bâche l'Australie alors qu'Antoine n'est pas là pour se défendre, mais bon, tout va bien. Non, mais je note aussi pour l'Australie encore un bon match d'Aziz Beich, j'ai trouvé. Ouais. Globalement, ce côté gauche avec Boss, Oui. c'est pas du grand football, mais c'est moins pire qu'à droite avec Boyle et Jones, quoi. Et après, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément étonnant parce qu'ils ont quand même à gauche un tout petit peu plus de qualité de ballon que à droite. Ah bon? Un petit peu. Franchement, Boyle, je sais pas. Ah, moi, Boyle, je peux pas, mais bon, c'est pas grave. Et l'entrée de Duke. Oh là 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 là. Bah oui, mais tu vois, c'est toujours ces profils-là. En fait, il ne joue qu'avec ces profils-là. C'est des profils très particuliers. C'est cette espèce de football à la britannique des années 80, on va pour caricaturer. Ça fonctionne, hein, franchement, ça fonctionne, c'est efficace. Il leur faut une demi-occasion pour mettre des buts. Et la perspective, parce qu'on peut montrer, je peux montrer le tableau, même si ça spoil, mais bon, vous le savez, ce qui s'est passé du côté du Tadjikistan. La perspective, c'est de prendre le vainqueur d'Arabie Saoudite, Corée du Sud. Il y a un monde dans lequel on a Australie, Corée du Sud. Oui. J'espère qu'il... Bon, on le sait, ça sera à 12h30, hein, on va pas se mentir. Oui. Voilà, là, faudra être très fort. Je vous l'annonce, faudra être très très solide sur les appuis. On verra qui sont les vrais si jamais cette histoire arrive. Voilà. Mais il va falloir être très très solide. La Terre explose si ça arrive, nous dit Al-Rami. Ça risque d'être dur comme match. Mais on ne sait jamais, hein, parce qu'on n'a pas encore vu la Corée du Sud de Klinsmann en mode coupe. Mais bon, voilà. On sait que ça peut s'annoncer très compliqué. On ne va pas épiloguer hein, sur l'Australie, franchement. Voilà. On parle un peu de l'Indonésie, par contre. On peut parler un peu de l'Indonésie, vas-y. Des choix tactiques que j'ai pas forcément compris, par contre, de la part de Shin Tae-yong. Notamment à gauche, la présence de Shin Patinama à la place de Pratama Aral, qui j'ai trouvé était beaucoup en difficulté défensivement. Donc voilà. Après Bagot, ça c'était une bonne chose dans le sens où il tient beaucoup plus physiquement que Rizky Rido. Ouais, et malheureusement, c'est lui. Hein. Voilà. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que sur le papier, c'était un choix intelligent. Oui. Mais voilà. Jenner, moi, j'y arrive pas. J'ai beau
Pour moi, sur les 4 matchs, il n'y a pas un seul match qui est bon de sa part, malheureusement. Il était là? 4. Oui, apparemment. En tout cas, sur la compo, il était là. Oui. Il me semble avoir vu entre la défense et l'attaque, il errait. Un homme se promenait par là. Voilà, après, il discutait avec Bacchus. Après, à sa décharge, il n'y a pas beaucoup de jeux axial côté australien. Non, c'est vrai. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Il n'a pas beaucoup de duels à aller chercher. Donc, mais globalement, sur les côtés, dans le sens où l'Indonésie, on a vu des très bonnes choses sur les côtés, notamment des bonnes combinaisons entre Struijk, Kidesone et Sayuri. Mais alors, par contre, les 2 pistons, même Asnaoui qui était il y a quelques mois un indiscutable absolu en sélection, et qui a pas une bonne Coupe d'Asie du tout. Donc ça, je sais pas si c'est son transfert à je ne sais plus où, qui est en K-League, qui l'a un peu désboussolé, mais voilà, compliqué. Mais sinon, on a vu des très belles choses, hein. Que ce soit Marcelino. Après, le problème de Marcelino, c'est que je trouve qu'il a beaucoup de difficultés à faire des différences par la passe, globalement toute la compétition. Par le dribble, ça allait, mais il nous habituait quand même à mieux. Mais bon, globalement. Après, là, je pense qu'il a le défaut de sa jeunesse aussi dans ce genre de compétition-là, c'est qu'il veut un petit peu forcer quand même. Puis il manque de rythme aussi, manque de rythme collectif surtout parce qu'il joue pas, donc en club. Oui. Donc voilà, ça aide pas non plus, mais bon. Globalement, l'Indonésie peut quand même. Enfin, on n'attendait pas grand-chose dans le sens où c'était un peu un miraculé des phases de poule, c'est-à-dire que. On parlait de la Côte d'Ivoire tout à l'heure pour l'Afrique, l'Indonésie c'est encore plus incroyable. Parce que c'est parce que Oman n'a pas été foutu de battre le Kirghizistan. C'était quand même peu. Enfin, j'aurais pas misé dessus à la base. Je pense que eux ont parlé de la Côte d'Ivoire qui a passé 3 jours d'enfer et probablement à préparer les valises. Je pense qu'ils sont allés chercher les Indonésiens à l'aéroport au dernier moment. Hein. Oui, vraiment. Parce que pour le coup, vraiment, et c'est pas de leur faute à eux, en plus on l'avait dit, ils ont gagné le match qu'il fallait. Et ils sont passés grâce à ça. Et pour le coup, personne ne pouvait deviner qu'il y aurait 1-1 entre Kirghizistan et Oman. Ça, pour le coup, voilà quoi. Mais au final, ils ont quand même, pour le coup, réalisé, et on en a déjà parlé pour l'Indonésie, sur tout ce qui se passe autour, avec, on l'a déjà dit, mais on peut le rappeler, les pouvoirs politiques qui font tout pour flinguer le développement du football local, pour dire les choses très clairement. Mine de rien, ils sortent de cette Coupe d'Asie avec le meilleur parcours de leur histoire, puisqu'ils n'étaient jamais sortis de la phase de groupe. Et ils sortent. Alors, oui, il y a un score, mais il y a ce que l'on a vu, le contenu, et je pense que tous ceux qui ont vu le match retiennent le contenu, un contenu hyper intéressant sur lequel ils peuvent s'appuyer. C'est ça. Et puis voilà. Maintenant, la question, c'est what's next? Ouais, c'est ça. C'est que maintenant, il va falloir. Que ça continue comme ça, que ça reste aussi sur de la cohérence, que ça commence pas à faire comme les Philippines ou. C'est ça, mais c'est toujours le problème. Quand tu commences à voir que le filon des binationaux est bon et qu'après tu n'arrives plus à t'arrêter, parce que ça t'évite de bosser. Et c'est toujours le problème de cette région, de manière générale. Sauf le Vietnam. Le Vietnam est une exception. Oui, parce que le Vietnam, par la demande à Jason Pendon, ça fait des années qu'il attend d'être naturalisé vietnamien, ça vient toujours pas. Donc. Ouais, mais c'est vrai, mais pour le coup, en plus, le Vietnam, c'est une exception, parce que en plus, il y a un travail chez les jeunes, il y a des académies qui se sont placées, il y a Guillou qui est là-bas aussi. Jean-Marc Guillou qui est passé qui a ouvert une académie au Vietnam, il me semble, on en avait parlé dans un podcast, si j'ai bonne mémoire. Mais bon, en tout cas, voilà, ils ont fait... Franchement, on les attendait pas là. Je pense que eux non plus. Et puis voilà, et ils ont fait la prestation qu'il fallait. Et comme le dit Xixon, ils n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont fait dans cette Asian Cup, mais le plus dur commence, très sincèrement. Ouais. Donc voilà. Bon, on va passer à la joie. Voilà. On a eu peur quand même. On a eu peur. Mon cœur s'arrêtait plus. On a eu très très peur parce que très franchement, alors... C'est pareil, si vous n'avez pas vu le match, vous regardez, vous vous posez, vous êtes devant vous êtes devant l'écran, vous vous dites, oula, attends, 65% de possession, 18 tirs à 6, 18 tirs à 16, 6 cadrés de chaque côté, mais en fait, ils s'en sortent bien, le Tadjikistan. Comment dire Comment dire dans le jeu, on a vu une équipe, en fait, on a vu... Mais après, ça résume le Tadjikistan, on a vu une équipe qui joue qui a eu du mal à entrer dans le match. Ça, par contre, pour le coup, je pense qu'on peut le dire. Ouais, le premier quart d'heure est dur. Mais par contre, dès qu'ils se sont mis la tête dans le bon sens, dès qu'ils se sont réorganisés comme il était prévu,
qu'ils ont commencé à développer leur football. Bon, ben voilà, hein, on l'a dit, hein, c'est l'équipe bonbon, quoi. Ouais, c'est ça. La surprise est peut-être venue davantage des Émirats, parce que quand j'ai vu la compo avec du coup Canedo réaxé, j'avais l'impression que c'était une compo vraiment faite pour jouer en contre, avec des joueurs assez rapides, mais finalement pas tant que ça. Du coup, j'étais un peu surpris de pas avoir des attaquants, enfin des purs neufs renards comme Sultan Adil, par exemple. J'étais surpris de pas le voir. Donc, Bah, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Est-ce qu'il y a pas une erreur? Ouais, voilà. Je te coupe 2 secondes, mais c'était compliqué de jouer le contre parce qu'au final, ils avaient la balle. Oui. Oui, mais c'est ça. Mais je m'attendais justement à ce que les Émirats laissent plus la balle au Tadjikistan, en fait. Ah oui. Comme contre la Palestine, c'était pas le bon exemple, la Palestine, mais enfin, je les voyais vraiment plus souvent faire le dos rond, tu vois. Surtout que l'Ouzbékistan, pardon, le Tadjikistan, une équipe qui aime bien avoir la balle. Ouais. Donc, je m'attendais à ce qu'ils laissent davantage. Et c'est pour ça que je voyais Kayo Kanedo en pointe comme ça. Je me suis dit, ça va, c'est pour aller vite derrière en transition. Mais non. Et c'est vrai que tu vois, mais très vite, ils n'ont pas cherché en fait à jouer le contre puisqu'ils les harcelaient, ils les pressaient. Bon, par contre, une fois que les autres se sont mis en place, ça laissait des espaces. Enfin, ils savent les exploiter, hein, les espaces, les Tadjiks. Et comme je l'ai tweeté, hein, ça aurait dû faire 5-0, ça a fait 1-1. Parce que finalement, il y a la limite aussi de ce Tadjikistan qui est d'une. Alors, il y a 2 problèmes. Il y a la maladresse absolue des Tadjiks dans les choix, dans les gestes finaux, on va dire. Il y a aussi Khalid Aissa qui est probablement l'un des meilleurs gardiens de la compète. On a eu globalement un duel de gardiens aujourd'hui, encore une fois. Oui, très clairement. Moi, franchement, Khalid Aissa, depuis le début de la compète, heureusement qu'il est là. C'est dommage que son match contre l'Iran ternisse tout, parce que sinon, il faisait une compète parfaite. Ouais, on est clairement on est d'accord. Super match des Tadjiks, mais les efforts des Émirats dans le dernier quart d'heure sont récompensés. Bah, en fait, c'est ça, le problème, c'est que à force de ne pas tuer le match, on le voyait tous venir le coup. Hein. On voyait tous venir l'égalisation. C'était une évidence que ça allait arriver parce que c'est vrai que d'un autre côté aussi, les Émirats sont allés la chercher, cette égalisation. Globalement, tu as eu 2 phases vraiment. Enfin, tu as eu 3 phases où les Émirats ont dominé. C'était début de première période, fin de première période, fin de seconde période. Ouais. Et finalement, c'est sur la 3e phase où ça a été létal. Mais voilà. Et c'est là où la marge de progression est assez importante pour le Tadjikistan. Après, on va pas se mentir, c'est une équipe jeune. Je crois que c'est 24 ans de moyenne d'âge, cette équipe-là. 24 ans, c'est la 2e plus jeune, juste l'Indonésie qui est plus jeune. Donc, gardez quand même cela en tête, ce qui explique aussi parfois une certaine naïveté ou une certaine difficulté à gérer temps fort et temps faible. Ils n'ont pas su tuer le match dans leur temps fort. Les Tadjiks, c'est des poètes, ils ne marquent pas si le but n'est pas splendide, c'est pas faux. Mais oui, je suis d'accord avec Gringo, Jailov, il nous fume le match quand même, à 2-3 reprises. Mais après, il y a un contexte aussi pour Jalilov. C'est que Jalilov, c'est pas un buteur. C'est un milieu offensif qui a d'ailleurs, en plus, sa carrière est particulière. Il a longtemps végété en amateur / pro en Russie dans les divisions inférieures. Il perd ça 26 ans en retournant au Tadjikistan. La finition, c'est déjà un problème qu'il a depuis très longtemps parce que c'est un meneur de jeu, c'est pas un finisseur. Et le problème, c'est que le fait qu'il se retrouve en position de finisseur à chaque fois, c'est pas forcément voulu dans la tactique de Segert, mais c'est problématique parce que c'est quelque chose qu'il sait pas du tout faire. Et il a 30 ans et ça n'a toujours pas changé, donc malheureusement. Mais c'est vrai que, et tu l'avais déjà dit, il manque un 9. Bah, ce qu'il y a, c'est que là, pour venir un peu sur la compo, très intéressant d'avoir mis Samiev à la place de Soyrov, qui est beaucoup plus, on va dire, percutant. On l'a vu, il a fait des grosses différences et tout. Il dézonnait à droite, sachant que l'ailier droit, Mabatchoyev, c'est un buteur de formation qui peut jouer à l'ailier droit, donc il permutait des fois, c'est un peu bizarre. Mais le problème, c'est qu'au final, t'as aucun renard, c'est vrai. T'as aucun renard. Puis de l'autre côté, à gauche, t'avais Panchanbe qui lui est un pur milieu. Ouais. Mais mine de rien, voilà, équipe. Très, on l'a déjà dit, hein, très structuré. Ça joue bien, ça joue juste. En fait, ça joue bien jusqu'aux 30 derniers mètres. Et par contre, tu as l'impression qu'il se passe quelque chose dans les 30 derniers mètres. Il doit y avoir un truc. C'est un peu triangle des Bermudes pour eux. Ça devient une zone de stress, de pression. Donc voilà, on va parler de Yatimov, meilleur gardien du tournoi. C'est que peut-être Yatimov, c'est pas celui qui a fait les meilleurs matchs par rapport à Reissa, mais ce cas, c'est que ces 4 matchs sont bons. En fait, il a été d'une régularité, c'est ça. Mais ça fait des années que c'est comme ça, Yatimov.
Il est très bon, mais il n'a pas son match marquant. Non, c'est ça, c'est le seul problème. Et juste pour revenir un peu sur la défense, j'étais pas surpris parce qu'au final, la compo qui était du coup pour le Tadjikistan, c'était la même que contre le Liban avec juste Samiev à la place de Soyrov. Ouais. Mais là, très intéressant, j'ai trouvé de reconduire les latéraux parce que tu as au final une équipe sur le papier ultra offensive pour le Tadjikistan. Parce qu'à gauche, tu as Artam Nazarov qui est un milieu de formation et à droite, tu as Manoucher Safarov qui est un piston qui, quand il était à Dushanbe à l'époque, était plus souvent en position d'ailier que de défenseur. Donc tu as vraiment des joueurs très très offensifs. Et ça s'est vu sur certaines phases de jeu où tu avais énormément il laissait énormément de place pour les Émiratis. Et on peut dire qu'il y a quand même la défense a quand même bien assuré parce que des fois il y avait quand même de la place, mais gros match de Khadonov, du coup le buteur, qui a aussi fait une très bonne prestation défensive, même s'il est quand même un peu coupable sur le but malheureusement pour lui. Ouais, mais alors ouais, un peu. Mais tu parles de son but. On va quand même, si vous ne l'avez pas vu, ce but, c'est quand même incroyable l'action parce que c'est Djuraboev qui récupère le ballon sur le côté droit, quasiment en position d'ailier, qui fixe, qui contrôle entre guillemets, qui contrôle l'espace et le temps parce qu'il est dans la surface de réparation et qui dépose une galette sur une tête très Antoine Comboiré d'ailleurs façon Real Madrid, ou avec un mec qui arrive lancé et qui la décroise. Juste pour dire, le passeur, c'est juste le défenseur central. C'est défenseur central pour défenseur central. Voilà. Cette action. Donc c'est quand même le niveau technique globalement est voilà. comme j'avais dit sur Twitter, comme on disait, ils s'entrent mieux que les latéraux et les ailiers japonais. Ouais, c'est ça. Non, mais la qualité, enfin, c'est un truc de fou. Et mais tout indépendamment de la qualité du centre, c'est aussi toute l'action en elle-même. C'est-à-dire qu'il fixe, il cadre son défenseur comme un vrai ailier, quoi. Le mec est défenseur central, quoi. Je veux dire, waouh. Donc voilà. C'est tout l'accent mis sur la qualité technique dans la formation. Et ça, on va le dire aussi, c'est très Asie centrale. La qualité technique, c'est un des marqueurs du football d'Asie centrale. Pendant que l'Ouzbékistan s'éloigne un peu de cet ADN Asie centrale avec un jeu, on va dire, de contre assez explosif, là, explosif pas forcément, mais sur de contre très intéressant et capacité à encaisser et à partir derrière. Là, le Tadjikistan, c'est vraiment le football d'Asie centrale comme il est à la base, quoi. C'est vraiment son ADN. Ouais, complètement. Je ne sais pas du tout. Normalement, Kamolov devrait revenir pour le quart. Je pense, oui, vu que ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs qu'il est suspendu, donc je vois pas. On n'a pas eu de. J'ai pas été vérifié. Je vous avoue, j'ai même pas regardé dans le côté média, mais on n'a pas de guide sur chaque match malheureusement. Donc on ne sait pas par rapport à l'état des suspensions. Je ne sais pas s'ils ont communiqué sur la durée de la suspension. Si c'est le Tadjikistan, ils communiquent jamais. Je pense que voilà, 1 c'est l'AFC et 2 ça concerne le Tadjikistan. Donc oui, donc ils préparent le Arabie Saoudite Corée là, ils n'ont pas le temps. Voilà, exactement. Il n'est pas parti pour l'UFC. Oh, t'es dur, t'es dur. En plus, c'est une erreur de jeunesse. Il a 20 ans. Il a 21 ans le gamin, je crois, hein, 20 ou 21 ans. Hein. Ouais, oui, c'est 21, c'est ça. Ouais, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que si maintenant il arrive pour le quart de finale. Ce qu'il y a, c'est qu'il t'apportera plus de percussion que Ponchambe. Oui. Ponchambe, c'est un joueur axial à la base. Segert, il nous fait une compo très bizarre avec des milieux latéraux, des milieux sur les côtés, des buteurs sur l'aile droite. Enfin, ouais, il nous fait une sauce. Ouais, mais mine de rien, sa sauce, ça fonctionne bien. Et il y a quelque chose aussi que je trouve de très intéressant avec Segert, parce qu'on avait pointé, entre guillemets, un petit peu la nervosité. C'était au match 2, je crois, où il était très nerveux, où il avait disjoncté. Même au match 3, contre le Liban aussi, il était très tendu. Mais je crois que c'est... je veux pas dire de bêtises, mais face au Qatar, il pète une durite sur une action en début de match, et il pète une durite tout le match, en fait. Oui, il pète une durite tout le match. Là, il a été d'un calme incroyable. Il y a eu 2-3 moments quand même, en début de match, mais il s'est calmé. Ouais, parce qu'en fait, dans la gestion de l'émotion du match, quand son équipe prend le but à la 95e minute, donc ça arrache la prolongation. Je sais pas si tu as fait attention, quand il y a les caméras où il réunit les joueurs et tout, il passe, je crois que beIN Sport MENA a partagé le truc en disant, il passe juste son temps à dire à ses joueurs, relax, quoi, calmez-vous, ça va aller. Ils sont autour de lui, sa seule consigne, c'est calme. On va y aller, enfin voilà, calme. Et ce calme-là, tu le vois, Pierre le disait dans le chat,
pour des mecs qui sont jeunes, inexpérimentés à ce niveau, qui sont en train d'écrire l'histoire de leur sélection, parce que première participation à la Coupe d'Asie, ils sont en 8e, maintenant ils sont en quart, la séance de tir au but, le premier tireur, il te nettoie la lucarne et il te lance la séance, quoi. Oui. La séance de tir au but a été impeccable derrière, mais tu sens que ça a été travaillé. Et ça envoie un peu un message à certaines sélections que je ne nommerai pas. Qui commencent par Asie. un F et qui finissent par un Rance. Moi, je parlais plutôt qui commençait par un J qui finit par Apon. Et qu'il faut travailler les pénaltys. Voilà. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, Segert, dans son interview d'après-match, il a dit que c'était de la chance, hein, les tirs au but. Franchement, là, pour le coup, quand tu vois comment ils sont tirés, c'est pas de la chance. Hein. Mais non, fallait pas dire ça. Il a tout cassé là, du coup. Ouais. Malheureusement, il a dit ça en interview d'après-match. Il a encore fait tomber. Je sais pas si tu as vu les images quand il court sur la victoire. Salut à Filucé, ça va très très bien, merci. Je ne sais pas si tu as fait attention, il y a les images qui ont été partagées après le dernier tireur, après le tir au but qui envoie le Tadjikistan en quart. Il se fait prendre par un de ses assistants, ça saute au milieu et il part en courant vers le truc. Après, il va saluer tous les joueurs, machin. Sauf qu'au moment où il a célébré, il a juste perdu son téléphone. Mais il ne faut pas le dire. Je ne sais pas s'il l'a récupéré. Le match d'avant, il a perdu ses lunettes. Là, il a fait tomber son téléphone. J'ai très très peur pour le quart de finale. Encore du boulot pour les objets trouvés. Je sais pas qui l'a récupéré, mais j'ai très très peur pour le quart de finale. Après, qu'est-ce qu'il pourrait faire tomber? Je sais pas, mais ça me fait peur. On craint le pire. En tout cas, le quart de finale, justement, évoquons-le parce que, alors bon, on n'est pas. Juste avant, j'ai juste à dire une dernière chose, c'est que après le but tadjik, ce qui fait plaisir par rapport à ce qu'on voit souvent, c'est qu'ils ont continué de jouer. Parce qu'il y a beaucoup de petites équipes qui ont arrêté de jouer. Et pour le coup, c'est de moins en moins le cas, je trouve, en Asie par rapport à avant. C'est-à-dire que maintenant, les petites équipes, elles jouent, et même quand elles marquent, elles continuent de jouer. Et voilà, ça rend les matchs plus agréables. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'était quelque chose qu'on avait déjà dit du Tadjikistan sur leur capacité à vouloir toujours regarder les gens droit dans les yeux, d'avoir une idée de jeu très claire. Et de ne pas en déroger. Et c'est ce qu'on a reproché à certaines sélections, entre guillemets, dites petites, parce que le Tadjikistan, on va pas se mentir, c'est une petite sélection. Elle est amenée à monter, mais c'est une petite sélection. J'ai cru voir qu'elle allait passer dans le top 100 de la FIFA à l'issue du tournoi. Oui, ça m'étonnerait pas. Mais du coup, si elle passe dans le top 100 de la FIFA, elle passerait devant le Vietnam. C'est quand même, pourtant, même si c'est pas parfait, ça reste quand même une valeur assez symbolique. Ouais, non, et puis même entrer dans le top 100, c'est quand même une valeur assez symbolique. Hein, oui, c'est sûr. Surtout que ça part de loin. Quoi. Exactement. Mais bon, voilà. On a déjà beaucoup vanté le Tadjikistan. On va se projeter sur leur quart potentiel. Alors justement, leur adversaire, on le connaîtra demain. Parce que pour le coup, le match de midi et demi, je pense qu'il n'y a pas besoin de prévenir, de manger, de café et tout, parce que le match de midi et demi, c'est Irak-Jordanie. C'est le potentiel adversaire du Tadjikistan en quart de finale. Ça devrait être un sacré match. Là, on est sur. Là, et non seulement c'est un sacré match, mais c'est que le quart va être un sacré match après aussi. Sur cette partie de tableau. Ouais. Mais c'est vrai que ce Irak-Jordanie de demain, l'Irak est un niveau au-dessus du Tadjikistan. Le Tadjikistan, c'est le bonbon. L'Irak, c'est le vrai coup de cœur qui a laissé une impression totalement dingue. Et la Jordanie, sur ses 2 premiers matchs, elle a géré comme il fallait. Le dernier match, on va même pas en parler parce que ils ont envoyé leurs enfants jouer à la place. Mais c'est... Pour le coup, le match s'annonce. Alors, je dis ça va faire 0-0, tir au but dégueulasse, mais c'est pas grave. Le match s'annonce spectaculaire. Oui, c'est ça. Et puis, c'est beau de se dire que le gagnant après du quart va se faire éliminer par l'Australie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Mais en fait, on se dit aussi, on en profite. C'est-à-dire que là, on a eu notre petit bonbon tadjik.
On a ce huitième de finale. Ah bah la défense. Oui, c'est vrai que ça peut. La défense irakienne prend des buts, ça peut pas faire 0-0. Fais gaffe quand tu dis ça parce que franchement, l'effet Halo est puissant. Hein. Oui. Très attention. J'ai vu la vanne sur Peter Segert pourrait perdre ses derniers cheveux. C'est pas faux. Si. Ils ont l'air accrochés quand même. Mais voilà, en tout cas, normalement, ce match-là devrait être assez spectaculaire. Et c'est vrai que le quart de finale qui se profile derrière s'annonce tout aussi spectaculaire. Voilà, c'est le genre d'affiche, si tu vois sur le papier et que tu ne connais pas, tu t'en fous. Mais pour ceux qui suivent le tournoi depuis le début, c'est une magnifique affiche. Irak-Jordanie, très clairement. C'est un match qui s'annonce quand même hyper ouvert parce que c'est deux équipes avec des qualités différentes. Tamari peut faire très très mal à la défense irakienne quand même. Hein. Une Jordanie très très solide en transition rapide Ouais. et qui, contrairement à d'autres équipes qui jouent dans ce genre de jeu, sait jouer simple et efficace, ce qui est pas toujours le cas de certaines. On va dire que c'est un peu le haut de gamme du jeu en contre. Et après, c'est aussi capable d'attaque placée. Voilà, la Jordanie, même si c'est comme ça. Et puis, tu as l'Irak, collectivement, c'est nickel. Le front offensif, il fait quand même rêver plus d'un. Oui. Franchement, sur le papier, il y a tout pour se faire plaisir demain, midi et demi. Hein. Donc, on vous le conseille très fortement. Ça, c'est le match de midi et demi. Et le match de 17h, Qatar-Palestine. Parce que en fait, oui, alors vous avez bien compris, hein, on en avait déjà parlé l'autre jour, l'Asie n'est pas capable de faire jouer les personnes qui vont s'affronter en quart de finale. Ils ne jouent pas le même jour. Hein, donc, c'est même pas Arabie Saoudite, Corée du Sud pour l'Australie. C'est-à-dire que l'Australie affrontera son prochain adversaire en quart avec un adversaire qui a 2 jours de moins de repos. Voilà. Et comme par hasard, il y a l'Arabie Saoudite. Bref. On n'a rien dit. Non. Je suggère. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Voilà. On me fait signe que je dois rendre l'antenne, désolé. On fait signe qu'on a pris un ban Twitch, c'est bizarre. Non, mais bon, voilà, c'est quand même... bon, bref. Et c'est vrai que le match de 17h, le Zazar, ouais, exactement. Je veux pas qu'Ali Jassim nous quitte de sitôt. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je veux pas que Tamari s'en aille non plus. Est-ce qu'on peut pas qualifier les deux, en fait? Ouais, on enlève l'Australie au hasard. Au hasard. Pur hasard. Donc voilà, bon ça ce sera le match de midi et demi pour se faire plaisir. Le match de 17h, Qatar-Palestine, alors c'est pareil, on l'a déjà dit, la Palestine, elle a écrit l'histoire, elle a écrit son histoire, le contexte, vous le connaissez tous, on le connaît tous, on l'a tous évoqué. Ce qu'ils font est de l'ordre de, je sais pas si on peut dire du miracle, mais c'est juste exceptionnel. Est-ce qu'ils peuvent poser problème au Qatar? J'ai envie de dire que le Qatar, son seul ennemi, c'est lui-même en fait. Hein. Comme je disais l'autre jour, est-ce qu'ils peuvent poser problème au Qatar? Oui, mais est-ce que pour autant ils peuvent mettre en danger le Qatar? C'est ça. La nuance, c'est là. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire sur la nuance. Ils vont sûrement se procurer beaucoup d'occasions. Par contre, combien seront réellement dangereuses? C'est ça. J'ai envie de croire à l'exploit vu la fébrilité de la défense du Qatar. Oui. Oui. Après, on sait très bien que le Qatar, chez lui, parce que le Qatar, c'est quand même... le Qatar n'a pas eu que des matchs très faciles non plus, hein, dans le sens jusqu'ici. Justement, on évoquait tout à l'heure quand Segard s'est énervé, le match face au Tadjikistan, il n'a pas été si simple hein, pour le Qatar. Et au final, c'est Akram Afif qui sauve le Qatar d'un match nul. Exactement. Et il y a aussi cette possibilité-là, dans le sens où il y a quand même quelques facteurs X côté qatari. Un en particulier sur cette compète qui est Akram Afif, mais il y a quand même quelques facteurs X que la Palestine ne me semble pas avoir non plus. Quoi. Non, c'est sûr même. Mais je sais pas trop ce qu'on peut attendre de ce match-là. Est-ce que la Palestine va essayer de jouer? Moi, je pense que la Palestine voudra jouer, parce que la Palestine n'a rien à perdre quelque part. On est d'accord. Mais il y a aussi cet enjeu-là. Tu vois, tu entres dans une compétition où maintenant il y a un enjeu qui est différent. Maintenant, quand on voit comment la Palestine a géré le match qu'elle ne devait pas perdre face à Hong Kong, alors vous allez me dire, hein, c'est Hong Kong, hein, c'est pas le Qatar. Mais elle a géré son match. Donc, why not? Why not? Ça sera le match de 17h en tout cas. On espère que Tamer Seyam fera mal. Ouais, j'espère que Tamer Seyam cadrera une frappe. Bah après, soit qu'il cadre une frappe, soit qu'il continue à délivrer de jolis centres. Oui. Ah, le Batat plutôt pour les centres. Seyam. Ah, Seyam sur. Ouais, je crois que sur le deuxième match contre les Émirats, il fait un bon match, c'est vrai. Mais, ouais.
On verra. troisième. On verra, mais c'est vrai que bon, ça s'annonce assez compliqué. Donc ça sera le dernier match de demain, où que Dabar marque aussi. Ah, il s'est mis bien face à Hong Kong. Il en met 2. Ouais. Donc Enfin, on combien il verra. en En rate tout cas, avant ouais. Mais comme l'a résumé Kylian, ouais, est-ce que le Qatar peut poser des problèmes? Oui. Est-ce qu'il peut les mettre en danger? Pas sûr. Voilà. Ça sera la seule phrase sur le match, mais c'est un match qui est à suivre, ne serait-ce que pour parce que c'est la Palestine aussi, hein, et qu'on a envie de les voir avancer, quoi. Et globalement, vu les vu les huitièmes qui arrivent, si vous devez suivre une seule journée de huitième, c'est celle d'aujourd'hui. Oui, Niveau- oui, très clairement. Parce que je vois les autres matchs qui arrivent. Bah, Je c'est-à-dire souffle qu'après, t'as des matchs qui s'annoncent quand même Bah, il y aura quand même l'Arabie Saoudite, Corée du Sud, hein. Et le Ouzbékistan-Thaïlande. Je sais pas s'il sera si ouvert que ça, le Ouzbékistan-Thaïlande. J'ai très J'y très crois. peur que la Thaïlande garde le bus, et que l'Ouzbékistan montre qu'il a du mal à faire du jeu. Mais, Je dois dire que la partie en bas à gauche, bon. Mais la partie en bas à gauche, c'est celle que j'étais en train de regarder exactement. Tu as dû voir mes yeux qui se dirigeaient vers le bas à gauche de mon écran. Je sais pas. Non, parce qu'il y a du décalage. Donc, Aïe, aïe, aïe. La partie bas gauche, le Iran-Syrie et le Japon-Bahreïn, bon. On va pas se mentir, c'est pas la période c'est pas les matchs qui s'annoncent les plus difficiles. Ils se joueront le même jour, ça sera mercredi. Mais bon, voilà. Voilà pour demain. Irak-Jordanie, 12h30, Qatar-Palestine à 17h. Et nous, on sera là demain soir pour débriefer ces matchs-là. Après aussi, avec la journée de Coupe d'Afrique, le stade va supporter qui entre Qatar et Palestine? C'est une très bonne question. Sachant que les supporters qataris ne sont pas parmi les plus bruyants. Au contraire. On verra. Moi, je pense que tous ceux qui ne seront pas qatariens supporteront la Palestine. Je pense aussi. Et voilà. Bref, réponse demain. 17h. Bah écoutez, on va arriver au bout de cette émission. À demain et vive le football et vive le Tadjikistan. Je vais laisser Kylian vous dire au revoir en tadjik. Ah, attends. Laisse-moi 5. Non, il a pas. Ah, je suis triste. Attends, si, ça arrive. Attends, mais il faut que je réussisse à le prononcer. Ayruhus Bazoudi Vome Sured. Voilà, je peux pas faire mieux, hein. Franchement, il a tout donné. Merci Kylian. On te retrouve demain, hein, c'est ça? J'ai pas regardé plein de mais ouais, hein. Ouais. On sera là pour débriefer. Mardi, mercredi. Ok, on sera là pour débriefer cette belle journée. N'hésitez pas à la vivre. Vraiment, pour le coup, hein, on vous l'a dit, c'est peut-être la plus belle journée de ces huitièmes de finale en Asie. Et il y aura l'Afrique ensuite à suivre. Voilà, on se retrouve demain 23h pour le 16e épisode de Jour de Coupe, avec peut-être plein de buts, du spectacle et de belles choses. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Merci à tous ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast ou qui regardent cette vidéo sur YouTube pour passer leur fin de matinée. N'oubliez pas, hein, de nous suivre sur les réseaux, de vous abonner sur les différentes plateformes où vous nous écoutez. Et on se retrouve donc demain 23h pour un prochain numéro de Jour de Coupe. Salut tout le monde.